Voilà. On verra si vous vous serrez la main en sortant, d'accord? On fera même peut-être la bise. Peut-être la bise avec un peu d'espoir. Volontiers. À la fin, d'accord? Pendant une heure de débat, on va parler d'un thème qui évidemment vous préoccupe tous et qui nous préoccupe tous. C'est la vie chère. On sait que le pouvoir d'achat, c'est vraiment la priorité des Français avec quand même l'urgence climatique. On va en débattre pendant une heure. On va essayer de voir les propositions du gouvernement, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire. Et puis évidemment, la réponse ensuite d'Adrien Quatennens, qui sera peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde si on en juge par les débats auxquels nous avons assisté avant l'été. Peut-être un mot, vous voulez dire un mot, Adrien Quatennens? Peut-être parce que c'est la troisième ministre qui vient ici. Je sais qu'il y a encore un autre débat avec une ex-ministre, une garde des Sceaux. Pourquoi c'est vous qui avez invité personnellement Olivia Grégoire? Tout à fait. D'abord, merci Edwige d'avoir accepté vous aussi d'animer ce débat. Merci à toutes et tous de vous être levés de bonne heure. Je sais que certaines dans cette salle ont activement participé à la préparation de ce débat hier soir en dansant le reggae là au bord du lac. Donc je crois qu'on est prêt. Non, écoutez, je veux remercier Olivia Grégoire qui est ministre déléguée chargée des PME, TPE, du commerce, de l'artisanat et du tourisme d'avoir accepté cette invitation. Vous savez que nous réalisons cette année la plus grosse édition de nos amphis d'été depuis la création de la France Insoumise et chaque année... Et oui, vous pouvez. Et chaque année, nous essayons de créer les conditions, bien sûr, de débat avec nos partenaires, mais aussi de débat avec nos adversaires politiques. Et je pense que c'est une richesse de cette édition d'avoir la présence de ces adversaires politiques, et y compris des membres du gouvernement, comme Olivia Grégoire, qui acceptent de venir participer à la controverse démocratique avec nous. Et... on est quelques-uns, quelques-unes à se sentir très à l'aise si d'aventure les amis de M. Macron voulaient nous inviter à leurs universités d'été, mais je dois dire que tous les ministres... Vous diriez oui? Vous diriez oui, Adrien Quatennens? Volontiers. D'accord. Ok. Mais je dois dire que ça n'est pas le cas de l'ensemble des membres du gouvernement, ça doit être dit. Ce n'est pas le cas non plus de l'ensemble des membres du parti Renaissance, et donc c'est tout à l'honneur d'Olivia Grégoire d'accepter de venir en terrain qu'elle sait a priori pas trop conquis pour débattre avec nous d'un sujet ô combien important, celui de la crise sociale et du pouvoir d'achat. Et donc à titre personnel, je vous remercie Madame la Ministre d'avoir accepté ce débat et cette invitation, d'être parmi nous ce matin. Olivia Grégoire, vous avez été aussi porte-parole du gouvernement, on s'en souvient, on sait que vous ne mâchez pas vos mots, c'est ça qui est intéressant, c'est que là j'ai à mes côtés deux personnalités qu'on va forcément retrouver dans la vie politique française pendant longtemps, donc sont à différents postes, du moins je vous le souhaite. Jean-Luc Mélenchon, ici même, je crois, il a dit, je parle sous votre contrôle, Adrien Quatennens, il a dit qu'il s'attendait, qu'il avait préconisé une bataille générale. Le pouvoir d'achat, c'est sûr, c'est la priorité des Français, Olivia Grégoire. Est-ce que pour vous, vous vous attendez effectivement à une rentrée difficile pour le gouvernement? Sur ce terrain-là, j'entends. Hein. Bien sûr, merci Edwige Chevrillon. Bonjour à toutes et à tous. Et comme Adrien Quatennens, je vous remercie de vous être levé tôt après une soirée dansante, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je regrette un peu de ne pas avoir vu Adrien Quatennens se déhancher sur un peu de reggae. Je ne doute pas qu'il ait son talent. Je veux vous dire merci d'accueillir aussi des ministres du gouvernement. C'est un plaisir d'être là. Adrien Quatennens m'a appelé il y a quelques semaines, m'a proposé ce débat. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour lui répondre. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, j'ai eu l'occasion de débattre au-delà du Parlement, au-delà des plateaux télé. On a déjà débattu ensemble et ça s'est toujours passé dans un climat, bien sûr, de contradiction, mais de respect mutuel et de respect républicain. Je pense que c'est très important pour nous tous, peu importe les couleurs politiques. C'est très important, surtout quand ça se tend, surtout quand les perspectives sont complexes, surtout quand une guerre s'est déclenchée à nos portes, peu importe nos désaccords. Je pense que c'est extrêmement important, et c'est même au cœur de mon engagement politique, de débattre. Je ne dis pas combattre,
Je n'utilise pas ce mot belliqueux, je parle de débat, et je pense qu'il est extrêmement important que de tous les côtés de l'échiquier politique, on les mène et dans le respect. Vous vous en doutez, Adrien Quatennens l'a rappelé, je ne suis pas sûr de parvenir à vous convaincre. Je me laisse une option, mais je n'en suis pas certaine. L'objectif de ma présence ici, c'est d'essayer de partager avec vous une chose à laquelle je crois profondément. Je crois profondément que sur le thème du pouvoir d'achat et de la vie chère, on partage le même objectif. Je pense profondément que sur le débat du pouvoir d'achat, les Insoumis, le gouvernement et d'autres forces politiques visent une seule chose, faire en sorte que les Français s'en sortent mieux avec leurs revenus réels, ce qui est effectivement sur votre compte en banque et dans votre poche. Mais là où nous divergeons, bien sûr, c'est sur le comment, c'est sur les moyens, c'est sur les voies à emprunter pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais contrairement à d'autres débats, je pense que ce débat d'aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que l'objectif, je pense qu'il est plutôt partagé. On n'a pas les mêmes visions et les mêmes objectifs sur tout. Sur celui-là, je crois qu'on a le même. Les moyens ne sont pas les mêmes. Alors oui, j'entends ce que vous dites, Edwige Chevrillon, j'ai entendu ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas et je ne suis pas une femme de prédiction, je suis une femme du réel, une femme de conviction. Quel sera l'état de la rentrée? Ce que je sais, comme vous tous, c'est qu'un certain nombre de problèmes nous arrivent de façon prégnante depuis maintenant presque un an. Ils sont révélés par le symptôme qui est l'inflation. Et on va devoir, je le crois tout aussi profondément, à mon sens, plutôt essayer de rester groupés et unis, parce que quand ça tangue, et je parle du pays France, je pense profondément qu'on a tous intérêt à rester unis, bien sûr à débattre, mais certainement pas à nous combattre dans des moments où les perspectives sont en train de s'assombrir. Depuis 2017, j'ai été élu, j'ai été député, j'ai siégé beaucoup. On a parfois du mal, Adrien l'a rappelé, à avoir des débats approfondis et apaisés au Parlement ou en plateau télé. C'est difficile de confronter nos désaccords, parfois en 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, de questions au gouvernement. Et j'ai l'espoir ce matin d'essayer de rentrer un peu plus en profondeur pour vous expliquer pourquoi on a pris certaines mesures et pourquoi on n'en a pas pris d'autres. Depuis 2017, on a pris énormément de mesures pour faire en sorte que les Français s'en sortent mieux. Et je parle de tous les Français. Et je pense notamment aux plus modestes et à ceux qui travaillent. Je veux juste vous rappeler, tout à la fois, et j'éviterai les listes à l'après-vert, mais je veux quand même vous rappeler que quand on baisse les cotisations sociales pour une personne qui gagne le SMIC, c'est 260 € de plus par an. Je veux aussi vous rappeler que 80% des Français... Laissez parler Olivia Grégoire. Je veux aussi rapidement vous rappeler que pour 80% des Français, la suppression de la taxe d'habitation est une réalité, c'est 600 € par an. Je veux aussi rappeler que la baisse de l'impôt sur le revenu que nous avons votée au précédent quinquennat, c'est 350 € de plus pour 12 millions de foyers dans ce pays. Je veux rappeler la mutuelle à 1 €, je veux rappeler le reste à charge 0, et je veux vous rappeler que toutes ces mesures, pardonnez-moi Edwige, ont été prises avant que n'arrive l'inflation. Nous avons ensuite vécu la crise Covid, vous avez vu ce qu'on a fait, le chômage partiel, le fonds de solidarité, et nous avons aujourd'hui un paquet de mesures qui ont été votées dans le projet de loi de pouvoir d'achat pour rendre, avec les deux projets de loi, pas moins de 45 milliards de pouvoir d'achat aux Français en baissant les dépenses, le bouclier tarifaire, le prix de l'essence, mais aussi en augmentant les revenus, et on va y revenir, plus 4% sur l'ensemble des minima sociaux, sur la prime d'activité et l'ensemble des dispositions de prime Macron qu'on peut regarder avec distance et qu'on peut aussi mépriser. Mais pour une entreprise de moins de 10 salariés, chers amis, et je sais qu'il y a forcément des entrepreneurs, des indépendants ici, la prime Macron, pour une entreprise de moins de 10 salariés, en moyenne, depuis qu'elle est distribuée, c'est plus de 700 € par salarié. Donc, je veux partager ces chiffres avec vous. Est-ce que c'est suffisant? Je sais que vous pensez que non. Est-ce que nous n'avons rien fait? Je pense que c'est non. Le résultat est là, et je m'arrête. Nous sommes le pays qui, en Europe, de loin, a l'inflation la plus faible. Nous sommes à 6,1%. La moyenne européenne est plus proche des 9%. Pensons à nos amis espagnols qui sont à 10,8% d'inflation, sans oublier les Anglais qui ont une perspective de 18% d'inflation. Le hasard n'existe pas, c'est le fruit d'une politique. Alors, on va regarder. C'est beaucoup, 6% d'inflation,
mais c'est Olivia beaucoup Grégoire. moins que nos voisins. Voilà ce que je voulais vous Vous dire. avez compris que... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au moins le pouvoir d'achat, c'est un thème, mais évidemment, qui nous concerne tous, et donc d'où les réactions du public. Je vous propose quand même qu'Adrien Quatennens vous réponde peut-être sur ce que vous avez fait là, mais j'aimerais quand même qu'on regarde aussi qu'est-ce que vous allez faire, parce que le contexte économique, il a changé d'une manière absolument radicale. On était dans une croissance à 6%. Là, maintenant, on se demande qu'est-ce qu'on va avoir en 2022, en 2023. L'inflation, les taux d'intérêt, la guerre de l'énergie avec les conséquences dramatiques sur le prix de l'énergie. Donc on voit, on est complètement dans un nouveau paysage. Adrien Quatennens, comment vous expliquez les réactions de vos partisans? Bah, ils sont bien formés, tout simplement. Non, écoutez, il faut dire une chose, c'est que quand on écoute les membres du gouvernement, et Olivia Grégoire ne fait pas exception à la règle, et qu'on écoute les intentions affichées dans le discours, on a envie d'être d'accord en réalité. On se dit, oui, alors c'est super, ils veulent augmenter le pouvoir d'achat des Français, ils veulent améliorer la situation des pauvres gens. C'est quand on regarde la réalité des politiques qui sont menées qu'on a un véritable problème. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que ce que je vois en cette rentrée politique, c'est que la crise globale du capitalisme, d'un mode d'échange, de production, de consommation, et l'inflation, qui en est l'un des symptômes, elle intensifie considérablement la lutte, parce qu'elle existe, cette lutte, c'est un fait, pour le partage de la valeur. Et je trouve que notre camp adverse, le camp du capital, mène formidablement bien sa lutte et qu'il a en l'espèce avec ce gouvernement un allié de circonstance absolument efficace. Pourquoi je dis cela, Edwige Chevrillon? Pourquoi vous dites ça? Parce que regardez, d'abord je me non, retourne... mais qu'il y a un grand capital, je ça, me, on va je pas me nier, retourne... évidemment, mais par rapport à ce que dit Olivia Grégoire... Vous allez voir, laissez-moi vous répondre à peu près aussi longuement que l'a fait Olivia Grégoire, et vous allez comprendre le fil de mon raisonnement. Je décompte. Je ne vais me retourner qu'un instant sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous-en, le gouvernement nous a expliqué qu'il fallait d'urgence mener de grandes réformes fiscales pour faire en sorte que le capital dispose de plus de moyens pour qu'il les investisse dans l'économie et que ça crée de l'investissement productif et de l'emploi. Il y a eu deux grandes réformes fiscales qui ont été menées par le gouvernement dans le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron. Un, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec Madame de Montchalin qui disait « Nous avons fait notre travail, il n'y a plus d'ISF », et l'instauration de la flat tax, c'est-à-dire d'un impôt qui n'est plus progressif, de 30% sur le capital. Traduisons ça de manière moins technique, c'est un bouclier fiscal pour les plus possédants. Et l'affichage du gouvernement, c'est de dire ça va permettre d'investir dans l'économie, d'investir... De faire revenir des voilà, investisseurs. Exactement. Alors, à ce moment-là, le gouvernement a mis sur pied un comité d'experts pour évaluer les mesures fiscales qu'il a prises. Et un comité qui, franchement, dans sa composition, était plutôt favorable, en réalité, et visait à dire que ces réformes avaient des effets positifs. Et ce comité dit la chose suivante, s'agissant de ces deux réformes, ISF, la taxe, il dit « L'observation des grandes variables économiques avant et après les réformes ne suffit pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes. » En gros, ils nous disent « Ça n'a eu ni d'effet sur la baisse du chômage, ni sur les investissements, pas d'impact sur les fameux départs qui justifiaient ces réformes. » En revanche, ce que l'on observe de manière très claire, c'est que dans un système où le capitalisme est mondialisé, financiarisé, ce que ça a provoqué, c'est que ça a donné en effet beaucoup plus à ceux qui ont déjà le plus et qui n'ont pas investi comme ils le devraient dans l'économie. Notez par exemple, Edwige Chevrillon, que les ménages qui disposent de dividendes, en 3 ans du seul fait de ces réformes, ont gagné 29 milliards de dividendes en plus. Et le grand drame de cette histoire, c'est que ça n'a pas été investi dans l'économie productive. Alors moi, je vais vous dire, le sentiment... Si, de facto. Non, écoutez, le sentiment que... D'ailleurs, c'est pas un sentiment, Edwige Chevrillon. Laissez-moi dire ceci. Le gouvernement nous donne l'impression, d'ailleurs, il est dans l'impasse, et de voir en quelque sorte les trains conjoncturels passer sans voir que nous sommes dans une crise qui est en profondeur. Pardon, mais quand Bruno Le Maire se félicite de la croissance de 7%, considérant que c'est l'effet de sa politique, sans voir qu'en réalité, comme le tuyau a été coupé en 2020 avec l'effet Covid, c'est un effet rebond qui est largement dû à l'effet Covid précédent. Il y a les deux, parce que sur la question du chômage, Edwige Chevrillon, le gouvernement se félicite d'une baisse du chômage. Regardons de manière structurelle de quoi est faite cette baisse du chômage. Elle est faite d'abord et avant tout d'une hyper-subvention de certains contrats de type contrat d'apprentissage qui vous font temporairement, parfois très temporairement, sortir des statistiques. Et on l'a vu encore récemment,
La dernière baisse du chômage sur laquelle le gouvernement s'est félicité, les 48% de baisse de la catégorie A, elle est simplement due à des modifications de classification chez Pôle emploi. Voilà la réalité. C'est que la dureté sociale que vivent la majorité de nos concitoyens, elle se maintient. Et donc moi, ce que je vois, c'est ça. Et précisément dans le débat qui nous occupe maintenant sur le pouvoir d'achat, la question centrale, quand l'inflation est forte, c'est la question de la répartition de la valeur produite entre le travail et le capital. Et force est de constater que le gouvernement a tout fait dans la session parlementaire extraordinaire que nous avons eue pour éviter à tout prix la question centrale, celle qui nous paraît hautement prioritaire, qui est celle des salaires. Tout a été fait pour éviter cette question. Les mesures qui ont été prises, les revalorisations auxquelles le gouvernement a procédé sont des revalorisations qui, de toute façon, même sans ce projet de loi, étaient prévues ultérieurement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un euro d'injecté en plus. Il y a des dispositions comme par exemple l'augmentation possible des loyers à 3,5, tout ça aggrave le pouvoir d'achat. Et j'achève, Évelyne Chevrillon, en vous disant juste, et je terminerai par cette phrase, preuve s'il en fallait une, c'est qu'on découvre au cœur de l'été que les salaires réels des Français, les revenus réels des Français baissent. C'est-à-dire que plus que l'inflation en réalité, ce qui compte, c'est est-ce que les revenus suivent le mouvement de la hausse des prix? Parce qu'Olivia Grégoire vient de dire à l'instant que l'inflation était plus contenue en France que dans d'autres pays européens. C'est vrai, mais notez qu'avec une inflation moins forte en France, le choc pour les revenus réels des Français, par exemple comparativement à l'Allemagne, il est plus fort, précisément parce qu'en France, il y a une politique de compression salariale qui n'est pas acceptable et qu'il est d'autant moins quand on a des profits comme ceux qu'on voit que le gouvernement refuse de taxer. Alors, ce que je vous propose, c'est que la partie fiscalité qui est essentielle, vous l'avez rappelé, Adrien Quatennens, on voit ça plutôt à la fin de ce débat. On gardera un gros morceau pour parler de ce sujet, parce que, notamment la fiscalité des plus riches, c'est vraiment quelque chose que vous voulez proposer. Je voudrais quand même, puisque le thème c'est la vie chère, qu'on essaye de voir avec Olivia Grégoire, qu'est-ce que là, vous allez proposer aux Français? Vous avez entendu les critiques de la salle et d'Adrien Quatennens. Qu'est-ce que là, vous allez proposer aux Français? Parce que voilà, c'est dans les prochains jours. Alors, déjà, on va mettre en œuvre ce qui a été voté par les parlementaires au mois d'août. Et ça va prendre sa forme réelle dès le mois de septembre. Je pense par exemple à la ristourne de 30 centimes par litre ou aux augmentations des minima sociaux. Mais là, Adrien Quatennens a pris la parole. Alors, on parlera de fiscalité plus tard et je reviendrai sur l'ISF, j'ai aucun problème, et sur la flat tax. Mais je tiens à ce qu'on y revienne parce que... Ne vous inquiétez pas. En réalité, vous venez de dire, quand vous disiez à juste titre que l'auditoire était bien formé, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la formation à l'idéologie politique que la réalité des faits. Et vous avez interpellé la réalité des faits. La réalité des faits. La réalité, et ça je dirais que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, la réalité c'est ce que vous venez de dire à la fin, Adrien Quatennens, sur le revenu réel, c'est-à-dire, faisons un peu rapidement la différence entre le salaire réel et le revenu réel. Le revenu réel, c'est votre salaire plus les prestations sociales auxquelles vous avez droit et typiquement les mesures qui ont été votées récemment et les primes dans le paquet pouvoir d'achat. Le revenu réel de notre pays, sur l'année qui vient de s'écouler, et c'est d'ailleurs le seul en Europe, est supérieur et plus 0,1% entre... Non mais c'est important, Adrien Quatennens a appelé la réalité. Qu'on soit pas d'accord sur l'analyse qu'on fait de la réalité, ok, mais je partage avec vous un chiffre simple. Du premier trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022, le revenu réel des Français est positif et a augmenté de 0,1%, là où la moyenne européenne, mais laissez-moi juste terminer ma phrase s'il vous plaît, la moyenne européenne démontre que le revenu réel qui est dans votre poche a diminué de quasiment 5% en Europe, en tout cas de 0,4% en Allemagne, dont vous parlez très souvent. C'est sur l'année qui vient de se passer, je le répète, le revenu réel des Français est positif et largement supérieur à la moyenne européenne. Les faits sont têtus. Je comprends qu'on préfère les opinions, mais les faits sont têtus. Je tiens aussi à vous dire, j'entends que ça ne vous plaise pas, mais c'est la réalité. Je veux aussi vous dire que je ne suis vraiment pas d'accord
pas d'accord, malgré le respect que j'ai pour Adrien Quatennens, je ne suis pas d'accord sur son analyse du chômage. J'ai passé ma journée hier dans la Drôme à voir des PME. Je pense à une PME que j'ai en tête, une quarantaine de salariés, ou à une toute petite entreprise que j'ai vue hier. En réalité, il y a 5 ans, quand vous alliez voir ces entreprises, elles vous expliquaient qu'elles n'avaient pas de poste à pourvoir. C'est pas qu'on manque aujourd'hui d'emplois, c'est qu'on cherche des salariés. Si le chômage n'avait pas baissé dans la réalité des faits, il n'y aurait pas aujourd'hui. Si le chômage n'avait pas baissé, il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre comme on le vit aujourd'hui. Eh oui. Et je ne suis pas d'accord non plus sur l'apprentissage. Mais heureusement que vous sortez des statistiques du chômage quand vous êtes apprenti. Vous êtes sur le chemin de la professionnalisation et de l'emploi, de la contractualisation. Parce que sinon, vous trouveriez ça bien pour un apprenti de lui dire tu restes dans les statistiques du chômage? Vous trouvez ça encourageant pour un jeune qui se lance sur l'apprentissage? La réalité des faits. Et de grâce, c'est là que parfois on ne se comprend pas. Et moi j'ai à cœur qu'on se comprenne mieux. Je ne comprends pas qu'avec un chômage qui était à 12% en 2017, qui est à 7 et quelques pourcents aujourd'hui, mais on devrait tous se réjouir de la même façon. Alors, ce pays est reparti. Le chômage des jeunes n'a jamais été aussi bas. Ce sont des faits qui sont têtus. Olivia Grégoire, je voudrais... Et c'est le fruit d'une politique je voudrais que là-dessus, puisque visiblement la salle n'a pas à être d'accord, c'est vrai que les chiffres de l'emploi sont quand même meilleurs, avec un objectif de plein emploi. Ah oui, si. Adrien Quatennens. Vous inquiétez pas, les camarades, on va répondre. Et de quelle rémunération? Je voudrais qu'on parle de rémunération. Bon, 2 choses, et après j'essaye de contribuer à faire avancer notre débat. D'abord 2 choses pour faire poursuivre notre échange. Ça avance parce qu'on voit que ça... Oui, mais pour qu'on se réponde et pour que du coup la controverse entre nous apparaisse clairement. Sur la question du revenu réel des Français, il y a l'INSEE qui dit une chose très claire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation en soi n'est pas un problème, je l'ai dit, si les revenus du travail, si les revenus suivent le mouvement. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que vous avez sur votre fiche de paie, en réalité, c'est ce que 1 euro vous permet d'acheter. Et c'est bien là que se situe la grande différence entre certains pays européens. Et je maintiens le fait qu'avec une inflation davantage contenue en France qu'ailleurs en Europe, le choc du point de vue des revenus réels pour les Français, par exemple l'Allemagne, qui connaît une inflation qui est plus importante, je l'ai dit, le choc pour les Français est plus fort, au moins égal à ce que connaît l'Allemagne avec une inflation supplémentaire. Ça a été chiffré. Ensuite, sur cette question des revenus réels, l'INSEE, je pense que personne ne conteste les chiffres de l'INSEE, dit bien le revenu disponible brut des ménages par unité de consommation a reculé de 1,9%. Quand ça au premier trimestre. Merci. Et 2022. Le salaire moyen du secteur privé a reculé de 2,3%. C'est là qu'est notre désaccord. Ensuite, sur la question du chômage, bien sûr, les chiffres du chômage baissent. Mais quelle est la réalité derrière les chiffres? C'est ça la question que nous interrogeons. C'est que quand le gouvernement veut pouvoir se gloser sur les plateaux de télé, parce qu'on sait que pour tous les gouvernements qui se sont succédés, la question des chiffres du chômage est une question essentielle. Ça a coûté à François Hollande, outre le fait qu'Emmanuel Macron était en train de le doubler, ça a coûté à François Hollande la possibilité de se représenter. Mais vous êtes d'accord que le chômage est quand même un fléau? Alors je vais vous dire, mais évidemment que le chômage est un fléau. Voilà. Nous ici, là, dans cette salle, Edwige Chevrillon, vous avez des partisans du plein emploi. Mais du plein emploi, pas des chiffres du chômage temporairement améliorés par des effets de bon taux de classification, la subvention de contrats d'apprentissage. On peut discuter de la qualité de ces contrats. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une proportion considérable de ces contrats qui sont rompus en cours de temps, qu'il y a beaucoup de contrats. Je veux dire, j'ai été apprenti, je l'ai vu, moi, dans ma propre promotion. Vous avez peu de gens qui, en réalité, sont embauchés à l'issue de leur apprentissage. Et la réalité, c'est que de cette manière, plus les effets de changement de classification, le gouvernement peut dire le chômage baisse. La réalité, c'est qu'on a toujours un chômage de masse, 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, et que de notre point de vue, mais on n'a pas un débat sur l'emploi ce matin, donc on va continuer sur le pouvoir d'achat, mais de notre point de vue, la seule solution pour tendre vers le plein emploi, c'est d'admettre qu'il faut, 1, partager le temps de travail entre tous, entamer les grands chantiers de la planification écologique qui vont être créateurs d'emplois, et même instaurer des mécanismes de type garantie de l'emploi qui nous permettent d'assurer que chacun puisse vivre décemment de son travail. Maintenant, sur la question du pouvoir d'achat, je le dis, et sur la crise de l'inflation qu'on a sous les yeux,
Je crois que le gouvernement est dans une impasse idéologique parce qu'il ne comprend pas ou refuse de comprendre les causes profondes de l'inflation et en quoi elle diffère complètement de l'inflation que nous avons connue par le passé. Dans les années 70, l'inflation, la hausse des prix, était l'ennemi absolu. Il fallait la combattre à tout prix. Et on la combattait notamment par la modération salariale, mais à l'époque, le début de la mondialisation permettait d'avoir des prix bas. C'est-à-dire que ce que vous n'aviez pas dans vos revenus, en quelque sorte, était compensé par les prix bas que vous trouviez dans les rayons des supermarchés. Aujourd'hui, le gouvernement aborde l'inflation de la même manière. Pour les néolibéraux, et moi je classe ce gouvernement dans la famille des néolibéraux, pour les néolibéraux, l'inflation telle qu'ils la présentent, telle qu'ils la voient, telle qu'ils la conçoivent, est le fruit d'une surchauffe, d'une suractivité, d'une hausse de la demande. Et donc, sa réponse va être plutôt typiquement la modération salariale, parfois la hausse des taux. On voit ce que s'apprête à faire la Banque centrale européenne. Ça, c'est pas le gouvernement qui décide. Oui. Sauf qu'en réalité, ce qui se produit, c'est que nous n'avons pas une inflation sous les yeux qui est le fait d'une hausse de la demande est en berne. Nous n'avons pas une boucle traditionnelle, comme l'appellent les économistes, entre les prix et les salaires, puisque la modération salariale, la compression des salaires se vérifie en France. Nous avons affaire à une boucle prix-profit. Et il y a une étude américaine récemment qui vient d'être faite, pénurie, prix, qui évalue les causes de l'inflation et qui dit 53% de la hausse des prix est due à cet effet de profit. Parce que ce qu'on doit bien voir, c'est qu'en réalité, ce que sont en train de faire les entreprises, les grandes entreprises, parce qu'il y a aussi un débat que nous avons souvent à l'Assemblée. Moi, je reproche souvent, par exemple, à Bruno Le Maire de jouer de la confusion en englobant tout le temps les entreprises, comme si les entreprises formaient un tout que l'on pouvait considérer uniformément. Évidemment, la petite TPE, PME, celle que nous voulons soutenir, qui constitue l'essentiel du tissu économique de ce pays, n'a pas les mêmes réalités économiques que la grande entreprise. C'est ce dont s'occupe Raison pour laquelle, par exemple, Edwige Chevrillon, quand nous avons proposé à l'Assemblée la hausse du SMIC, parce que nous considérons que là se situe le cœur du partage de la valeur. Évidemment, des petits entrepreneurs, des PME, des TPE, des artisans viennent nous interpeller en disant, écoutez, que les grosses entreprises du CAC 40 aient les moyens d'augmenter les salaires, qu'ils doivent le faire, c'est un fait, mais nous, on peut avoir du mal à faire ça. Eh bien, nous avons pensé à eux. Et nous avons instauré dans le programme l'idée d'une caisse de péréquation pour que les plus grosses entreprises soient solidaires des plus petites, parce que nous sommes persuadés, c'est un point qui fait la différence entre nous aussi, que l'augmentation des salaires, et notamment l'augmentation des bas salaires, est bénéfique à toute l'économie. Et qu'il n'est pas supportable que pendant que les salaires sont compressés de cette manière, que le revenu des Français diminue, vous avez quand même une réalité, et là je veux interpeller Olivia Grégoire là-dessus, c'est que pendant qu'il y a ces effets de revenus réels qui diminuent, vous avez à côté une véritable gabegie. Ce qu'a permis ce gouvernement dans le quinquennat précédent, c'est qu'en l'espace d'un quinquennat, et ça ce sont des faits qui ne tombent pas du ciel mais qui sont assez largement le fruit de votre politique, si on regarde un peu les 500 plus grandes fortunes de France, elles ont doublé leur patrimoine en un quinquennat. Qui peut dire ici dans cette salle, ou même à l'extérieur, que son patrimoine a doublé en 5 ans? C'est les effets de la bourse, largement. J'y reviendrai juste après, mais cette question des causes de l'inflation et des super-profits doit être posée. Raison pour laquelle nous ne lâcherons pas la bataille pour la taxation de ces super-profits. Taxation des super-profits. On va en parler. Je voudrais qu'Olivia Grégoire vous réponde peut-être quand même, parce que c'est un point important sur l'augmentation du SMIC. Après tout, ça serait peut-être ce qui permettrait une augmentation des salaires généralisée, parce que ça pousse vers le haut toute la chaîne. Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que le gouvernement propose là-dessus? Il y a eu beaucoup de sujets abordés en même temps, donc je vais déjà revenir sur ce qu'a dit Adrien Quatennens, parce que c'est un débat intéressant sur lequel nous divergeons fortement sur les causes de l'inflation. Mais j'arrive aussi, mais si je peux répondre sur les causes de l'inflation, c'est bien aussi, mais je ne me cacherai pas sur le SMIC, je vous rassure, ni sur l'ISF, ni sur rien. Alors, il y a une chose qui me semble importante de rappeler, c'est il y a 2 députés qui ont été saisis de ce sujet des causes de l'inflation cet été, Monsieur Albertini et Madame Trouvé, que vous pouvez, les deux d'ailleurs. Et ce rapport, qui est intéressant à lire, conclut sur les causes de l'inflation. Ça n'est pas un rapport émis par le gouvernement, je répète, c'est un rapport des parlementaires
dont une parlementaire, Madame Trouvé, qui fait partie de votre formation politique. Il est écrit que cette inflation, et je cite, est le fruit d'un double choc de demandes liées à la reprise du Covid et d'offres liées aux aléas climatiques, mais aussi à la guerre en Ukraine, qui a débuté dès 2021 et s'est caractérisée par une envolée des prix agricoles. Point 1. Point 2, il est écrit, je ne fais que répéter, ce rapport est public, je pense qu'il est intéressant à lire. Leurs travaux parlementaires ne permettent pas de trancher sur l'existence de hausses du côté des distributeurs comme des industriels, faute d'éléments de preuve apportés, et l'existence de dérives systémiques peut être écartée. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça, ce sont des parlementaires. Quelle est la cause de l'inflation? La cause de l'inflation n'est pas la boucle assez imaginaire, et je ne vous cache pas, avec respect, que je m'étonne que vous citiez cette étude américaine comme ça, alors même que nos parlementaires travaillent et font des études qui démontrent exactement l'inverse. L'inflation, toute l'Europe la connaît, le monde la connaît, à cause de la crise que nous vivons en Ukraine, à cause des aléas climatiques que nous avons qui a bloqué la Chine. Et on peut refaire l'histoire, mais les faits sont têtus, ils sont même écrits par les parlementaires. C'est à ça qu'on a aujourd'hui à faire face. Les réponses, quand je lis les propositions de LFI notamment et des NUPS, j'entends blocage des prix, j'entends hausse du SMIC. Alors vous parlez des petits entrepreneurs, merci de m'applaudir, ça me touche. Non, je rigole, je sais bien que c'est pas moi que vous applaudissez. Ça m'a rassuré d'entendre Adrien Quatennens dire il y a quelques petits patrons de TPME qui sont venus le voir pour lui dire mais comment on va faire nous Bah oui, parce que vous savez, 99% de nos entreprises, là aussi, pour une fois, et c'est important de le souligner, on est d'accord, les entreprises ne sont pas un bloc monolithique, les entreprises ne sont pas une même et unique sorte de structure. 99% de nos entreprises dans ce pays sont des TPE de moins de 10 salariés. Juste, Olivia Grégoire, je ce que vous venez de dire, vous devriez le dire à Bruno Le Maire, qui lui... oui, mais j'ai le plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être la semaine avec Bruno Le Maire, mais il s'avère qu'aujourd'hui je suis avec vous. Donc c'est à vous que je vais essayer avec vous que je vais essayer d'échanger. Sur le SMIC, c'est intéressant de savoir par exemple que vous avez un quart des salariés des toutes petites entreprises de moins de 10 salariés qui sont au SMIC. Okay, les gens qui gagnent le SMIC sont plutôt dans les toutes petites boîtes. Dans les très grandes entreprises, c'est 4% de personnes au SMIC. Si, on peut dire non, les faits sont têtus, ce sont les chiffres. Après, on peut remettre en cause le réel, mais ce n'est pas ma façon de faire. Sur les personnes qui gagnent le SMIC, quand vous avez un boulanger ou un cordonnier qui voit que votre formation politique, dès le mois d'août, c'est intéressant, dès le mois d'août, vous les portez à 1 500 € net le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 329 €. Mais il y a une question très simple qu'il faut qu'on se pose tous ensemble. C'est où il va chercher les 200 € pour augmenter dès le mois d'août ou le mois de septembre la personne au SMIC. Il n'y a pas 1001 solutions. Alors, il y a une solution qui est d'augmenter le prix de la baguette. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes sur un exemple. Écoutez les arguments. Je pense il peut augmenter le prix de la baguette, mais ça ne fonctionne pas puisque vous voulez bloquer les prix. Donc il ne pourra pas faire de la marge en augmentant son prix puisque vous voulez bloquer les prix. Après, vous savez, il y a une réalité. C'est pareil. Alors, on y revient. Il y a une autre réalité. Si les prix sont bloqués dans notre pays, par exemple les gens qui vendent de l'habillement, parce que l'habillement augmente aussi, les pantalons, les pulls, vous savez ce qui va se passer. La France n'est pas une île. On va avoir de la pénurie. L'économie des prix bloqués, c'est une économie de pénurie, c'est une économie de file d'attente et de raréfaction des biens. Pour le SMIC, Adrien Quatennens l'a rappelé, vous proposez une caisse de péréquation, il faut être précis, que vous proposez. Alors j'ai bien cherché des informations sur cette caisse de péréquation, qu'avec un peu de malice, vous reportez à un décret, donc j'en sais pas beaucoup plus que cette caisse de péréquation. À partir de combien? Quelle boîte vous taxez? Est-ce que vous taxez des entreprises déficitaires en France? Est-ce que vous taxez les entreprises qui font quoi? À partir du chiffre d'affaires ou du bénéfice? Olivia Grégoire. Et comment vous taxez? Ces questions-là, on n'a aucune réponse. On va demander... En attendant, si on vous avait suivi, et je suis désolée de vous le dire, on aurait augmenté le SMIC à 1 500 € dès le mois d'août, on aurait mis à la porte des centaines de milliers de salariés, parce que votre caisse de péréquation, elle n'est pas en place et elle n'existe pas. C'est la réalité.
Lacan le disait mieux que moi, le réel, ça cogne, c'est la réalité des faits. Adrien Quatennens, vous allez nous donner peut-être des précisions. Je voudrais ensuite qu'on revienne, comme l'a souligné monsieur, sur le SMIC. Est-ce que vous avez sur cette caisse de péréquation, vous pouvez nous donner rapidement des précisions ou rassurer les uns les autres? Je ne vais pas vous donner maintenant toute la technicité de la chose, mais pour nous, c'est assez Ça peut clair. faire un peu usine à gaz comme ça. Ça consiste simplement, peut-être. C'est-à-dire que la hausse du SMIC, c'est tout de suite, mais la péréquation, on ne sait pas quand c'est. Donc moi, ma question, c'est comment tu fais pour financer pendant des mois ce sera tout de suite ces aussi. petits patrons? La différence fondamentale entre nous, c'est que nous, la principale préoccupation que nous avons, c'est que dans ce pays, on a une épidémie de travailleurs pauvres, des gens qui bossent, des gens qui travaillent, qui ne parviennent pas à vivre de leur travail. C'est bien pour ça qu'on a augmenté le revenu réel. Je ne vous ferai pas l'insulte à vous, Olivia Grégoire, de ne pas savoir ce que cela veut dire que de travailler au SMIC. Aujourd'hui, au SMIC, même avec des revenus supérieurs au SMIC, on ne vit pas, on survit. Et il n'est pas normal que quand on travaille, on ne puisse pas vivre dignement de son travail. C'est bien pour ça qu'on a augmenté la prime d'activité, qu'on met en place précisément, beaucoup d'autres choses. C'est une différence fondamentale entre nous. Les mais camarades, on peut se moquer de la prime d'activité, chers amis. Mais quand on l'augmente de 100 € par mois depuis des années... Je vous ai écouté et je pense qu'on peut essayer de maintenir ce cadre dans le débat. La différence fondamentale, c'est que précisément, vous refusez idéologiquement de voir qu'il y a cette lutte permanente qui existe entre le capital et le travail. Je vais vous donner un exemple très concret en citant Emmanuel Macron lui-même. D'abord, je considère que vous faites une erreur totale en considérant qu'on va pouvoir mettre fin à cette crise de l'inflation par une forme de modération salariale. Ce que vous prenez comme risque en réalité, c'est que comme nous avons une demande en berne, que nous avons une crise, et tout le monde s'accorde à dire ça, les économistes s'accordent à dire ça. Ce qui se passe en France, c'est un appauvrissement global de la population. Et donc, ce qui va se passer derrière, d'un point de vue économique, c'est que vous allez avoir une baisse de l'investissement productif, comme on le voit déjà, Olivia Grégoire. Si on se retourne sur les 10 années qui viennent de se produire, en 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%. Dans la même périodicité, les salaires n'ont progressé que de 10%. Et c'est un grand défi parce que, au dehors, vous le savez, on a subi un été de choc climatique considérable. Il va falloir investir, il va falloir faire bifurquer notre économie et que vous le vouliez ou pas, derrière vos intentions qui consistent à redistribuer à celles et ceux qui ont le plus pour qu'ils contribuent à l'économie, dans un contexte de capitalisme mondialisé, financiarisé, et d'ailleurs ça se voit sur les conséquences de l'ISF et de la flat tax, ces gens-là n'investissent pas dans les investissements productifs. L'essentiel des gains fiscaux que vous avez permis sont allés à l'étranger, là où les rendements sont les plus importants, sont allés dans l'immobilier, sont allés dans des éléments qui n'irriguent pas l'économie, et ça se vérifie. Alors, en faisant cela, en comprimant les salaires, en faisant en sorte que la demande continue à baisser. Donc, les entreprises n'ont plus de raison d'investir. D'ailleurs, c'est le dernier chiffre, l'investissement productif, lui, a reculé ces 10 dernières années de 5%. Vous vous adressez, vous, spécifiquement aux PME, aux TPE peut-être, mais vous devez voir qu'à côté, ce qui se produit n'est pas la réalité que vous voulez matérialiser par vos discours. Olivia Grégoire, par exemple, qu'avez-vous à dire sur le fait que les grands patrons du CAC 40, on est bien d'accord que là, on ne parle pas du petit artisan boulanger du coin, peut-être des entrepreneurs que vous avez rencontrés hier à Valence, je parle des très gros qui ont les moyens. Ceux-là ont augmenté leur salaire de 90% en un an, en moyenne. Vous imaginez ? Alors précisément, votre politique, c'est ce qu'elle permet. Oui, je vois que vous me soufflez de le faire. Moi, j'invite tout le monde à récupérer ce numéro de challenge sur les grandes fortunes de France. Et le suivant est intéressant aussi. C'est la meilleure manière finalement de résister de façon très simple au discours de Bruno Le Maire, selon lequel, et combien de fois vous nous servez ça à l'Assemblée, avant de partager les richesses, il faudrait les produire. La vérité, c'est que les richesses dans ce pays, elles sont très produites, que les Français en produisent plus de 2000 milliards par an, mais que la réalité, Olivia Grégoire, que vous ne pouvez pas nier, c'est que, y compris derrière les grandes entreprises, la France n'est pas fragmentée, je termine, la France n'est pas fragmentée entre d'un côté les entreprises et les ménages. D'ailleurs, bien souvent, derrière les entreprises, il y a des propriétaires, qui sont donc des ménages. Et la vérité, c'est que vous le savez, aujourd'hui en France, 5 personnes, 5 milliardaires, possèdent à L5 autant que 27 millions de la population. Vous ne pourrez pas relancer une économie
vous ne pourrez pas faire en sorte d'avoir une économie harmonieuse et de répondre aux grands défis qui sont devant nous avec un tel accaparement. Oui, la dernière fois à l'Assemblée nationale, j'ai cité ces chiffres. Et quand nous proposons la taxation des superprofits, quand nous proposons d'en finir avec l'accaparement considérable des richesses, qu'avez-vous à dire, Olivier Grégoire, sur des résultats comme ceux de M. Bouaziz, qui possède 2000 millions d'euros de fortune, une évolution en un an de plus 900%. M. Rodolphe Saadé, l'armateur, 36 000 millions d'euros, plus 500%. Et la liste est longue. La question qui se pose, c'est celle de la juste rémunération. Alors, attendez, on a compris il n'est pas possible d'avoir de tels écarts et de continuer avec des Français qui se serrent la ceinture, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, pendant que d'autres, dans la même période, se gavent littéralement. Ça n'est plus supportable, ça n'est pas possible. Alors dites-nous, Olivier Grégoire, puisque M. Macron, il y a quelques jours, nous a cité cette phrase folle, il faut que vous vous en expliquiez, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Mais qui connaît l'abondance dans ce pays? Qui connaît l'insouciance dans ce pays? Certainement pas la grande masse des gens, en tout cas. Maintenant, Olivier Grégoire, va être difficile. Qu'allez-vous faire sur la taxation? Non, mais alors, attendez, parce que je ne peux pas laisser d'un côté les réalités énoncées à l'instant par Adrien Quatennens et ne pas se prendre un quart de seconde. Je vais parler de l'avenir, mais je veux quand même revenir sur ce qui vient d'être dit. Et alors, je vais enchaîner certaines choses, je vous préviens tout de suite, qui ne vont pas vous plaire et sur lesquelles on ne va pas être d'accord. Et je ne vais pas m'en excuser parce que je suis une femme de conviction et je crois à ce que je vais vous dire et ça fait partie de nos divergences. Et on se respecte. Alors, dans notre pays... Déjà, on peut prendre la réforme du fiscalité du capital dans tous les sens, hein, ISF et flat tax qui ont été mentionnés au démarrage. Dans notre pays aujourd'hui, les investisseurs sont revenus. Dans notre pays aujourd'hui, il y a plus de gens qui reviennent, vous parlez d'exil fiscal, depuis 2018, donc depuis cette réforme, il y a plus de gens qui reviennent dans notre pays que de gens qui n'en partent. Et c'est la première fois depuis des décennies que ça se passe. Dans notre pays, comme dans tous les pays d'Europe et du monde, et ces trois vérités, je pense qu'on ne les partage pas, mais il s'avère que c'est la réalité de la vie économique, c'est assez simple. On ne peut pas créer d'emplois si on n'a pas d'entreprise. On ne peut pas avoir d'entreprise si on n'a pas de capital. Et il n'y a pas de capital si vous ne rémunérez pas le risque. Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Ça peut ne pas vous plaire. Et c'est la réalité. Je suis désolée de vous le dire. La réalité, et on devrait s'en réjouir, la réalité, c'est que nos entreprises, elles vont bien. La réalité, et si, la réalité, c'est que nos entreprises... Alors, j'ai une voix forte, mais je ne voudrais pas crier. Laissez parler Olivier Grégoire, ça s'appelle un débat. On ne sera pas d'accord, je vous l'ai dit. Prenons au moins le temps de nous écouter, on ne sera pas d'accord. La réalité, c'est que dans ce pays... Écoutez, c'est intéressant d'avoir un point de vue autre. On est toujours, ne soyez pas inquiets, de loin, Adrien Quatennens, ceux qui taxons le plus le capital en Europe, je vous rassure. Nous sommes à 10,8% de taxation du capital, là où en Europe, en moyenne, c'est 8%. Mais je sais que les faits sont têtus et que vous les aimez pas, mais c'est la réalité. Un investisseur qui vient investir en Europe dans une entreprise, comme c'est le cas de plus en plus, paye plus de fiscalité que dans tous les autres pays d'Europe. Et ça, on ne sera pas d'accord, mais j'irai jusqu'au bout. L'investissement, le capital, il est rémunéré. La rémunération du capital, ce sont les dividendes. Les dividendes augmentent. Et alors là, j'attends votre réaction, je l'imagine volontiers, mais que les dividendes augmentent dans notre pays, c'est une bonne nouvelle, les amis. Eh oui, ça veut dire que notre économie se porte bien. Ça veut dire que les investisseurs viennent. Et le fait que les dividendes soient bons, laissez-moi juste vous rappeler que ces dividendes sont taxés. Laissez-moi juste vous rappeler que le dividende est taxé à 30% dans notre pays. Alors oui, je préfère qu'on taxe. Attends. Je finis juste ma phrase. Vous avez de la voix, j'en ai aussi, mais... Alors, je préfère qu'on taxe un peu, beaucoup de dividendes, que beaucoup, très peu de dividendes. Nous avons de plus en plus de dividendes, c'est une bonne nouvelle pour les caisses de l'État. Votre proposition de loi pouvoir d'achat, vous l'avez
votre proposition de loi pouvoir d'achat que j'ai lu avec beaucoup Laissez- d'attention, Entendez. vous l'avez gagée, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez expliqué avec précision comment vous la financez. Vous allez chercher plus de 50 milliards d'euros sur les bénéfices de l'État, mais ces 55 milliards d'euros que vous gagez, comme on dit, sur la proposition de loi pouvoir d'achat, ils viennent des impôts sur les sociétés, des sociétés qui font des bénéfices et du dividende. Ils viennent de dividendes qui sont taxés à 30%. L'État gagne de l'argent quand on a des dividendes et l'État est donc plus en mesure d'en redistribuer quand on taxe au nom de l'État les dividendes. Et enfin, je terminerai, je me battrai sur cette idée de dividende. Je ne suis pas une femme d'idéologie, je suis une femme de conviction. Sur les dividendes, je suis aussi désolée de vous rappeler que nous avons des Français salariés qui en touchent aussi. Ça s'appelle des actionnaires salariés. Pourquoi ? Mais vous en connaissez, il y en a même peut-être parmi vous dans cette salle. Pourquoi on ne se bat pas ensemble ? Question. Pourquoi on ne se bat pas ensemble sur l'actionnariat salarié pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de salariés actionnaires ? Pourquoi ? Aidez-moi sur ce combat. Les dividendes, on n'a pas à avoir de considération morale. Les dividendes, c'est le symptôme d'une économie qui se porte mieux. L'État en touche une part, les Français en touchent une part. Et je sais que c'est facile dans le débat public. J'arrive aussi, je sais que c'est facile aujourd'hui dans le débat public d'incriminer les dividendes. Mais c'est trop facile. Je ne souhaite pas, je vais vous dire, que dans les années qui viennent, les dividendes s'effondrent et qu'il n'y en ait plus dans notre pays. Parce que ce que ça voudrait dire serait dramatique pour notre économie et pour nos salariés. Alors, il nous reste... Il nous reste... il nous reste un gros quart d'heure. Il faut qu'on revienne quand même un peu sur les questions du SMIC. Là, on va rester sur les dividendes, comment on taxe les super profits. Bon. Adrien Quatennens, c'est à vous. D'abord, une chose très claire. On a entendu, et en quelque sorte, ça fonctionne comme un aveu, on a entendu Olivia Grégoire faire en quelque sorte la chaîne qui, pour elle, explique que l'économie fonctionne et qu'il y ait de la production. Et c'est assez intéressant de l'écouter parce qu'en gros, elle dit il faut du capital pour investir, il faut rémunérer le capital. Et vous avez remarqué qu'à aucun moment dans sa démonstration, elle parle du travail. La réalité... Attendez, parce la réalité, Olivia Grégoire, c'est que vous dites une économie dans laquelle les dividendes augmentent, c'est un signe de bonne santé économique. Je viens de vous dire à l'instant que dans les 10 dernières années, les dividendes ont progressé de 70%. Donc si je prends votre raisonnement, vous dites c'est un signe de bonne santé économique. Mais je vous dis que dans le même temps, l'investissement productif a reculé de 5%. Et nous, ça nous alarme. Parce que l'essentiel des gains que vous avez permis... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Là où vous vous leurrez véritablement, c'est quand vous considérez que vous vous adressez aux plus possédants comme à des gens vertueux qui sont d'abord et avant tout soucieux de répondre aux grands défis qui nous font face, qui en réalité sont, et vous le savez, font des choix qui sont des choix de rente et des choix de classe. Ça ne concerne pas l'ensemble des acteurs économiques, mais c'est bien ce qui se produit. Vous avez parlé à l'instant en disant, et en quelque sorte en justifiant le fait que vous ne voulez pas augmenter les salaires, tout le monde l'aura compris, c'est notre désaccord le plus fondamental, de la même manière que vous ne voulez pas taxer les super profits. C'est pour ça que je voudrais qu'on revienne là-dessus. Vous avez parlé de la participation et de l'intéressement, c'est-à-dire vous m'avez appelé à rejoindre avec vous la bagarre qui ferait que, bon, en quelque sorte, on accepte une modération salariale, mais on va se battre ensemble pour une autre répartition de la valeur par l'intéressement et la participation. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, cet été, dans une interview que j'ai lue avec attention, parce que quand le président de la République parle, je le lis toujours avec beaucoup d'attention, surtout quand il nous explique la fin de l'abondance et tout le reste. Mais dans cette interview, il dit « Moi, je suis pour que, si nous devons, comme si en quelque sorte cela ne lui appartenait pas, si nous devons accepter une modération salariale, c'est vrai que cette modération salariale tombe du ciel, lui il a le pouvoir de décider de l'augmentation du SMIC, il ne le fait pas, mais dans sa citation il dit « Si nous devons accepter une modération salariale, je suis pour qu'on se batte pour que les salariés soient mieux rémunérés par l'intéressement et la participation. » C'est un peu technique, mais de quoi s'agit-il? Dans la répartition de la valeur entre le travail et le capital, ce que vous proposez, en faisant en sorte qu'on améliore la rémunération des salariés par la participation et l'intéressement, c'est de partager non plus le sel de la production, mais vous proposez aux salariés de partager avec les actionnaires ce qu'on appelle la plus-value, c'est-à-dire la part de travail gratuit qu'ils fournissent pour que les entreprises puissent faire leur marge. Et donc, en quelque sorte, vous nous dites, vous comprenez, on ne peut pas augmenter les salaires,
mais on va vous inviter à partager la plus-value. C'est injuste. Vous devez accepter, Olivia Grégoire, et Jean-Luc Mélenchon s'est battu des années pour faire entendre ça dans le discours public. Si vous mettez du capital dans un coffre, qu'il n'y a pas de travail humain produit, qu'il n'y a pas le travail des ouvriers, des salariés, de tous les employés de ce pays, et que vous revenez 6 mois plus tard voir votre caisse de capital, il y a peu de chances que les dividendes aient progressé, il y a peu de chances que le capital se soit amélioré. Ce qui produit véritablement la richesse dans ce pays, c'est la question en effet du travail et des salaires. Et je vais vous dire d'un mot, puisque vous aviez dit qu'on aborderait la fiscalité. Vous avez exactement, vous avez exactement le même réflexe s'agissant des impôts que ce que je dénonçais tout à l'heure s'agissant des entreprises. Quant à l'Assemblée nationale, dans des temps de parole qui sont extrêmement courts, vous voulez balayer d'un revers de main nos propositions en disant « vous allez ruiner les entreprises », comme si nos propositions prenaient uniformément les gros du CAC 40, les entreprises comme Total qui font 18 milliards de bénéfices au premier semestre et qui ne payent pas d'impôts, en fait. Et vous englobez en même temps les petits qui, eux, en effet, doivent être accompagnés, y compris en cas d'augmentation des salaires. C'est pour tout le monde, mais nous pouvons convenir et peut-être même nous retrouver sur le fait qu'en effet, ça n'est pas le même effort pour une entreprise comme Total d'augmenter ses salaires. On est d'accord, mais sauf que vous ne faites rien pour que les salaires augmentent. Quand c'est pour augmenter les salaires, c'est toujours des vœux pieux et en réalité, ça ne fonctionne pas. Je vais vous dire, une fois, je me suis retrouvé pendant la campagne présidentielle, parce que les candidats aux élections sont toujours invités à toutes sortes de débats et de colloques. Vous étiez candidat ? Il n'y a pas toujours les hologrammes, et donc des fois, ils envoient leurs représentants. J'ai eu l'occasion, pendant la campagne présidentielle, de me retrouver un peu finalement dans votre situation aujourd'hui, devant un parterre patronal de 300 personnes, absolument pas convaincues par ce que nous proposons, qui toute la journée avant moi avaient vu passer Bruno Le Maire, je crois, Valérie Pécresse, pour leur dire en fait ce qu'ils attendent toujours. Et c'est ça le grand drame. Leur dire, on va baisser vos impôts de ceci, on va baisser vos impôts de production. Regardez un peu, on parle trop souvent dans le débat public d'assistanat. Vous avez redistribué 140 milliards d'aides aux entreprises sans aucune contrepartie. Et j'insiste bien parce que ça n'est pas tant le fait que la puissance publique accompagne, aide, voire investisse dans les entreprises. C'est qu'en choisissant de le faire sans mettre de contrepartie sociale, de contrepartie écologique, vous permettez quelque chose qui pour le coup vous échappe, mais que vous connaissez bien. C'est que ce capital vient s'allouer dans les endroits où il y a le plus de rendement et pas dans les endroits dont nous avons collectivement le plus besoin. Et je me retrouvais devant ce parterre de patrons. Et j'ai dit au début de mon discours, désolé, vous n'allez pas entendre ni ce que vient de vous dire M. Zemmour qui passait juste avant moi, qui avait d'ailleurs économiquement sensiblement le même discours que vous. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si à l'Assemblée, quand on vote sur la question du SMIC, l'arc des forces va de M. Macron à Mme Le Pen pour s'y opposer. Et je leur ai dit, écoutez, nous, si nous parvenons au pouvoir, si nous dirigeons ce pays, nous n'allons pas, non, continuer cette politique de l'offre qui consiste à vous proposer de produire tout et n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et que ça se vende. On va vous dire, écoutez, voilà, on est peut-être en désaccord et c'est un désaccord historique sur la répartition entre capital et travail. Mais on a devant nous, au-delà de nos désaccords politiques et de vue économique, des défis que nous le voulions ou pas, on va devoir relever. La crise climatique est là, elle va nécessiter des investissements considérables, elle va nécessiter qu'on prépare le pays à être résilient pour affronter des chocs qui, de toute façon, et quoi qu'on fasse, vont avoir lieu, on l'a vu cet été, et elle nécessite en urgence, le GIEC nous le dit, de faire bifurquer. Pour tout ça, il va falloir investir. Je leur ai dit, est-ce qu'on peut bâtir un compromis avec vous? Est-ce qu'on peut entendre que vous, les producteurs de ce pays, ne soyez pas simplement intéressés à la rente et à la maximisation de vos marges en comprimant les salaires, en augmentant les prix, mais est-ce qu'on peut trouver un accord pour aller vers des politiques d'intérêt général? C'était mon discours sur scène. Mais après, je me suis retrouvé en coulisses avec ces gens et on a eu une discussion tout aussi franche que celle qu'on a là. Et peu de temps après Bruno Le Maire, c'était Valérie Pécresse qui parlait. Je leur ai dit, bon, alors dites-moi franchement, est-ce que la droite traditionnelle a encore une prise dans ses discours sur vous? Et ils m'ont répondu presque cyniquement et froidement, mais Monsieur Quatennens, compte tenu de tout ce que M. Macron nous a donné pendant ce quinquennat, nous n'avons aucune raison de changer de crèmerie. Ce que vous avez gagné, c'est sûr, c'est le leadership sur la droite dans ce pays, c'est une évidence. En revanche, quand il s'agit de mettre notre économie
au service de l'intérêt général, de faire en sorte que les gens vivent dignement de leur travail, que personne ne vive dans des situations de pauvreté comme on le voit dans notre pays, 10 millions de pauvres, quand certains se gavent littéralement, et vous le savez, c'est une réalité que vous n'ignorez pas. Vous ne relancerez pas l'économie de ce pays, vous ne réglerez pas les grands défis que nous avons devant nous si vous n'acceptez pas une meilleure répartition de la valeur produite. Voilà. On arrive bientôt au terme de ce débat, ça passe vite, on pourrait à mon avis continuer. Olivia Grégoire. Je vais revenir sur les salaires, ça voilà, me semble c'est ce que j'allais dire. Il nous reste 5 minutes. On voit bien que la question des salaires, c'est quand même assez central, surtout c'est la problématique qu'on a devant nous. À redire. Allez-y, et après un mot de conclusion d'Adrien Quatennens. J'ai 2-3 choses à redire et je sais que je vais être accueillie fraîchement. Mais ça va peut-être nous refroidir, il fait chaud dans cette salle. Le salaire mensuel de base a augmenté de 3% dans notre pays. Le revenu réel qui intègre les prestations sociales sur l'année qui vient de passer a un bilan positif. Nous sommes les seuls en Europe, dans la zone OCDE, c'est moins 4%. Je le redis parce que on peut tordre, mais ça c'est le réel. Voilà. Deuxièmement. Voilà. Dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça s'appelle même revenu réel, parce que c'est réel. C'est du réel. Et c'est étayé. C'est intéressant ce que disait Adrien Quatennens, par exemple, sur quand vous parlez du fait que les entreprises se gavent. C'est drôle aussi de voir d'ailleurs que quand je parle d'entreprise, vous me dites vous ne parlez pas de travail. N'assiez pas les entreprises qui créent le travail, je ne sais pas qui c'est moi. Mais bon. Alors, les impôts de production. On va pas prendre des milliards, les impôts de production que payent beaucoup d'entreprises, enfin toutes les entreprises en France. En fait, les impôts de production, ce sont des impôts qui, en fait, renchérissent le coût du travail dans notre pays. Je prends un exemple, parce que les milliards, c'est casse-pied. Sur une paire de baskets à 60 €, en France, les entreprises payent 2 € d'impôts de production. En Allemagne, elles payent 30 centimes d'euros. Vous avez un différentiel de 1,70 d'impôts sur la paire de baskets. Quand vous baissez les impôts de production, vous faites en sorte que l'argent qui était avant pris par l'État puisse être ensuite, désormais, rendu aux entreprises pour être distribué aux salariés. Et je vais vous dire autre chose. Les entreprises, j'en vois tous les jours, et vous en voyez aussi. Ouais, elles sont en train de comprimer leurs marges. On est d'accord là-dessus. Mais elles compriment leurs marges pour garder leurs salariés, payer leurs matières premières et augmenter les salaires. Le réel, ça cogne et c'est la réalité. Sur les salaires, vous voyez, il y a un truc sur lequel tous les économistes, et je sais que vous avez une culture économique importante, une formation, c'est assez rare pour être souligné, une des seules choses sur lesquelles des marxistes aux libéraux, on est convergents. C'est que la meilleure façon d'augmenter les salaires, c'est de créer de l'emploi. Pourquoi ? Parce que vous renforcez, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Karl Marx. Alors, vous renforcez ce qu'on appelle le pouvoir de négociation des salariés. On prend un exemple, vous avez tous, il y en a peut-être ici. Attendez, on va pas, il faut pas. Mais c'est très important, oui, mais il nous reste 3 minutes, Olivia Grégoire. Je resterai là-dessus sur mes 3 dernières minutes, parce que je pense que c'est important de le partager. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Mais je vous ai dit, Edwige Chevrillon, on va déjà mettre en œuvre ce qu'on vient de voter. On a voté 45 milliards d'euros sur 2 projets de loi qu'on est en train de distribuer pour accompagner les Français. Ça prend la forme des 30 centimes de ristourne par litre dès le mois de septembre. On va les mettre en œuvre. Et je vais vous dire, on a été là et on sera là si les choses se compliquent encore. Et on prendra nos responsabilités. Je veux juste vous dire... Chut, attendez. Je voudrais juste vous dire, relisez Marx, chers amis, relisez-le. La meilleure façon d'augmenter les salaires, c'est de créer du travail. Les salariés qui sont à la rentrée, là, dans le cadre de leur négociation annuelle de salaire, c'est beaucoup plus facile de demander 10% d'augmentation de salaire maintenant parce que tu n'as personne pour te remplacer, on ne trouve pas de salariés. Alors je sais que ça vous paraît bizarre, mais c'est la vérité. Et on va continuer à créer de l'emploi et on va continuer par là à augmenter les salaires. Alors,
Vous Merci. avez réussi à aller au fond de votre démonstration. Adrien Quatennens, c'est vous qui allez prendre le champ, hein, je crois. C'est vous qui allez... Bon, j'essaye d'aller moi aussi vers ma conclusion. Je réponds juste d'un instant. Vous avez parlé du pouvoir de négociation. La vérité, c'est que ce pouvoir de négociation, et ça fait partie du plan global, ce pouvoir de négociation, vous avez, le gouvernement de 2017, vous avez créé les conditions de l'affaiblir considérablement, et vous le savez. Les ordonnances travail contre lesquelles nous nous sommes opposés ont réduit considérablement la capacité des salariés dans ce fameux pouvoir de négociation. Et vous les abandonnez à une négociation dont vous savez très bien qu'elle ne se joue pas à armes égales et qu'en plus, vous les avez affaiblis dans leur capacité à négocier. Je vais vous dire, la fonction principale d'une entreprise, Olivia Grégoire, parce que qu'on soit très clair là-dessus, vous dites vous voulez le plein emploi. Nous aussi, on n'a juste pas les mêmes recettes. Nous, on pense que le plein emploi passe par d'abord une définition des objectifs, compte tenu notamment de la crise climatique que nous avons devant nous, de quel type d'emploi on a besoin. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui doit Ça veut croître dire et quoi? qu'est-ce qui doit Comment décroître? tu Par crées de exemple, on l'emploi peut avec ça? considérer que tous les emplois liés à la planification écologique vont être nécessaires, que les emplois de services d'aide à la personne de notre service de santé doivent se développer et qu'il y a des secteurs dans lesquels ça peut décroître. Là où vous faites une erreur encore, c'est que, et là aussi c'est des fondamentaux en économie, on pourrait citer et s'envoyer des auteurs à la figure, la fonction essentielle d'une entreprise, ça n'est pas la création d'emplois. Bien sûr, elles en créent, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'elles en détruisent beaucoup aussi des emplois, quand il le faut. Et je vais vous dire une chose, ça participe de ces fameux mensonges répétés. Tout à l'heure, j'ai dit le fait d'englober les entreprises comme s'il n'y avait qu'une réalité. Vous le faites aussi régulièrement, vous l'avez fait tout à l'heure encore, sur la question des impôts. Nous sommes d'accord dans cette salle pour dire que les impôts doivent baisser pour beaucoup de monde. Oui, pour beaucoup, ça doit baisser. Mais nous sommes aussi d'accord pour dire que pour d'autres, ils doivent augmenter. Et ça, vous ne le dites pas. Alors, vous et avez régulièrement, dit ça, vous avez rien dit, hein. vous dites les impôts. Quand par exemple vous vous présentez à la télévision pour dire quoi? Ça veut dire que vous faites quoi? Parce mais que ça veut quand dire on a que dit par ça, on a exemple, rien dit. est-ce que vous supportez que Total ne paye pas d'impôts en France? C'est très facile. Alors, Attendez, juste je termine juste mon développement. Vous annoncez là, dans ce contexte, une poursuite de l'offensive qui est considérable, avec la réforme de l'assurance chômage, avec la réforme des retraites. Alors qu'en réalité, on peut voir une chose, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de dire au président de la République quand il m'a reçu à l'Élysée parce qu'il faisait la tournée des popotes après sa défaite aux élections législatives. J'ai eu l'occasion de lui dire, et vous devez bien le voir, que systématiquement, quand le modèle capitaliste connaît des chocs, connaît des crises, systématiquement, ces crises sont réglées par des transgressions à votre propre logiciel. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise Covid. Je ne m'attarderai pas sur le secteur de la santé dans lequel on pourrait avoir un long débat pour dire à quel point cette crise n'a pas été bien gérée. Mais sur la question de l'emploi, le président de la République, qu'a-t-il fait pendant la période Covid ? Est-ce qu'il a fait quelque chose qui est de l'ordre de son logiciel traditionnel, habituel, qu'il veut répéter? Non, il a nationalisé la main-d'œuvre. C'est énorme, c'est énorme. Et en réalité, systématiquement, toutes les grandes crises, comme en 2008, quand il s'est agi de sauver les marchés financiers, on y répond par des transgressions à votre logiciel. Alors moi, je vous le dis, nous avons devant nous à créer les conditions que, tout le monde puisse vivre dignement dans ce pays, et il y en a les moyens. Que personne n'ait à subir l'humiliation de vivre sous le seuil de pauvreté. Que la valeur dans les entreprises soit correctement et justement répartie. Que quand on travaille dans ce pays, on puisse ne pas avoir à se poser la question de savoir si on va pouvoir honorer ses factures, si on va pouvoir offrir des loisirs à ses gamins, si on va pouvoir finir le mois correctement. Et qu'ensuite, l'économie soit régulée et qu'elle le soit de telle manière que nous puissions répondre aux grands défis qui sont devant nous. Et je vous le dis, ce n'est pas avec une classe de rentiers qui veut simplement augmenter ses profits que vous allez pouvoir y parvenir, malheureusement. Voilà. Olivia Grégoire. Oh, je suis pas sûr que j'ai le temps d'une conclusion. Je vous dirais juste que, de toute façon, les conclusions de ce qu'on a fait pendant cette crise terrible de la crise Covid, je comprends bien que vous ne vous soyez pas senti lié, puisque quand il s'est agi d'aligner 35 milliards d'euros pour protéger les Français avec le chômage partiel, on ne vous a pas trouvé pour le voter. Désolé de le rappeler. On l'a voté sans vous. Je pense qu'il faut qu'on continue
pour le coup, à créer de l'emploi. Je ne dérogerai pas là-dessus. Je pense que les périodes qui nous attendent, elles sont compliquées. Je ne crois pas que ce soit en se créant des guerres entre nous, même si je comprends que pour certaines formations politiques, ce soit important. Mais je ne crois pas que ce soit forcément en se divisant comme ça qu'on arrivera à gérer tout ce qui nous attend. Et on sera résolument pas d'accord sur 2-3 points. Mais aujourd'hui, les revenus réels des Français ont augmenté. Ça, on a entendu. Aujourd'hui, on va pas refaire le débat. non, mais je veux Olivia juste Grégoire. terminer Olivia. en vous disant, quitte à ce qu'on se quitte sur un désaccord, on ne se retrouvera pas. Oui, il faut savoir changer de logiciel quand la crise peut mettre la France à terre. Oui, on est des gens pragmatiques. Oui, je crois à l'entreprise. Oui, je crois qu'une économie en croissance, elle rémunère ses actionnaires. Oui, je crois que le capital est indispensable dans ce pays et que les entreprises créent des emplois. Et j'espère que ça va continuer. Et je vous remercie de cette invitation chaleureuse et intéressante. Merci beaucoup, Olivia Grégoire. En tous les cas, vous croyez au débat. Au débat, heureusement, vous avez une forte voix. Adrien Quatennens, l'exercice était à la hauteur de vos espérances. Il y a eu un débat. Non mais un mot. On savait très bien qu'en entrant dans cette salle, on ne se mettrait pas d'accord. Je crois, et j'espère en tout cas, parce que c'est ce qui me paraît le plus important dans l'exercice, c'est de savoir si celles et ceux qui étaient dans cette salle, mais aussi celles et ceux qui étaient à l'extérieur et qui nous ont suivis, et ceux qui suivront ce débat en replay, comprennent bien la différence de vue entre nous, non seulement du point de vue de l'analyse de la situation, mais aussi de nos objectifs. Je crois qu'on l'a compris. Bon, ben alors, si on a fait ça, je crois qu'on a fait œuvre utile. Maintenant, nous, évidemment, et ce sera mon mot de la fin, on ne va pas s'arrêter là. Nous considérons, je l'ai dit en introduction, qu'il y a une offensive globale qui est menée contre les plus précaires de ce pays et contre les travailleurs. Et donc, c'est notre devoir, comme force politique d'opposition qui porte un programme de rupture et qui prétend à un jour gouverner ce pays, de s'organiser. Et c'est pourquoi, mes camarades, je vous appelle, en sortant de cet amphithéâtre, à vous saisir de la pétition pour la taxe sur les super-profits. Voilà. Parce que, Edwige Chevrillon, vous savez, en définitive, et en dépit de nos désaccords, à la fin, en République, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. Et il y a eu cet été un sondage qui est paru, et un sondage qui nous dit ceci: sur le paquet pouvoir d'achat pris par le gouvernement que nous avons combattu pour les raisons que j'ai explicitées, moins de 2 Français sur 10 considèrent que ce que fait le gouvernement va les aider. En revanche, 59% des Français sont favorables à la taxation sur les super-profits. Alors, au travail. Merci à tous.